Il faut absolument créer une barrière entre toi et le spectateur. C'est pour ça que moi, c'est une aberration de trop montrer de sa vie privée, etc. Et que moi, personnellement, je ne parlerai de ma vie privée qu'au passé. C'est-à-dire que tout ce qui m'arrive au présent, je n'en parlerai jamais. Parce que j'ai pas envie de créer cette proximité, j'ai pas envie qu'il y ait cette proximité malsaine avec le spectateur. Maintenant, évidemment, il faut qu'il y en ait une, mais il faut savoir doser, quoi. C'est en 1974 que le nom de Stephen King va remuer le monde de la littérature avec son premier succès populaire, Carrie. Auteur à la carrière très prolifique, Stephen King a su à travers le genre du fantastique et de l'horreur toucher à des thèmes universels et ô combien stimulants. Il est l'auteur le plus populaire de notre époque. Au-delà de son univers imaginaire, Stephen King a cette capacité de traduire au mieux les troubles de l'humanité en mettant en exergue nos peurs les plus profondes. À travers sa plume visuelle et précise, il traduit au mieux les comportements humains liés à nos vices, augmentant l'empathie et la personnification. Et dans cette incarnation littéraire, il nous montre que le monstre le plus effrayant peut sommeiller en nous. There are two kinds of evil. There's inside evil and there's outside evil. And I think that when we have the stories like, N and the Lovecraftian stuff, we're trying to cope with the sort of things that happen in our lives that are bad things that we don't understand. Comme le souligne Yann Nathan dans son œuvre Stephen King et l'écran, le surnaturel n'est qu'un catalyseur d'un mal qui est présent en nous. Cet imaginaire qu'a créé cet écrivain permet ainsi de mieux représenter nos côtés les plus obscurs. Et c'est ainsi que Stephen King est devenu l'auteur le plus adapté dans le monde audiovisuel, avec pas moins de 80 adaptations. Beaucoup de chefs-d'œuvre ont pu naître, avec l'approbation ou non de notre maître écrivain du jour. Il déteste Shining par exemple. Et certaines de ses œuvres cultes, comme La Tour Sombre, ont été un cuisant échec. Ce n'est pas le cas de notre sujet du jour. King ayant adoré Stand By Me, il a naturellement validé la proposition de prendre Rob Reiner comme réalisateur de l'adaptation de Misery. C'est une œuvre particulière dont la genèse est venue suite aux réactions violentes de ses fans suite à la parution du livre Les Yeux du Dragon. Une partie du public n'aimant pas le changement de registre, passant de l'horreur à l'epic fantasy. Vous verrez que beaucoup d'éléments dans Misery sont étroitement liés à la personnalité de Stephen King. Cette œuvre nous narre l'histoire de l'écrivain charismatique et charmeur Paul Sheldon, très connu pour sa série de livres à l'eau de rose, Misery. L'écrivain commence à saturer d'écrire des fanfictions à la Twilight et entreprend l'écriture du dernier tome de sa saga. Cependant, pendant qu'il est en route pour présenter son manuscrit, il a un accident de voiture, comme par hasard. Il est sauvé in extremis par l'infirmière Annie Wilkes, qui est, comme par hasard, une fan inconditionnelle de l'écrivain. Et elle se révélera ne pas être aussi gentille que prévu, parce qu'en lisant le script du prochain livre, elle réalise que son héroïne meurt. En conséquence de quoi, elle le séquestre pour que ce dernier corrige le tir, et Paul Sheldon va vivre un véritable enfer. Et il y a une chose importante à préciser. And the Oscar goes to Kathy Bates in Misery. C'est la seule adaptation de King qui a reçu un Oscar. Et comme Javier Bardem auparavant, nous avons affaire à une actrice reconnue pour son rôle d'antagoniste. Ce personnage est fort et effrayant. Mais pourquoi Annie est-elle toujours aussi actuelle ? Qu'est-ce qu'un psychopathe ? Comment peut-on reconnaître quelqu'un atteint de cette pathologie ? Si on prend la définition du site internet psychologie.com, le psychopathe est une personne souffrant d'un important trouble du comportement, qui se traduit par un comportement fortement antisocial. Il agit de manière très impulsive, dans le but de détruire psychologiquement et physiquement l'individu. Ce comportement destructeur n'entraîne chez le psychopathe aucun sentiment de culpabilité. Que ce soit sur le plan physique et mental, Annie Wilkes peut facilement être catégorisée comme une psychopathe. Et ce qui rend ce personnage encore plus troublant, c'est que rien ne laisse présager qu'elle puisse être le monstre que nous connaissons. Annie est une ancienne infirmière, avenante, à l'écoute et prête à tout pour aider son patient. Elle s'occupe de lui et semble faire de l'excellent travail. Elle apporte un soin tout particulier à Paul,
vu qu'elle est une fan inconditionnelle de son œuvre. Dans cette optique d'idolâtrie, elle veut occuper une place dans son cœur, elle veut marquer le coup. Comme tout fan d'une personne célèbre vouant presque un culte à ses idoles, elle veut exister pour elle, quitte à aller trop loin. Le fait qu'il y ait une proximité entre la célébrité, entre l'idole et le spectateur, enfin l'abonné, tout ce que tu veux, bah, ça le galvanise. Il se sent important. Il se dit, putain, la personne, elle me répond, elle aime mon tweet. Des fois, je vois des tweets sur Twitter de personnes qui sont là à s'extasier de voir que leur idole a aimé son tweet, tu vois. Moi, je trouve ça affolant, perso. Ça peut vite dégénérer, en fait. Elle peut vite se croire que ouais, c'est mon ami, ou je sais pas quoi. Enfin, il y en a, ils sont tarés, tu vois. sur Internet, encore une fois, tu retrouves tous les types de personnes. Hein. Tu trouves des dépressifs, tu trouves des malades mentaux, tu trouves des tueurs en série, tu sais pas. Hein. Tu sais pas qui tu croises sur Internet. Et quoi que tu veuilles faire, tu empêcheras jamais un taré d'être taré. Annie Wax paraît comme une personne de la campagne beaucoup trop propre sur elle pour être honnête. Une coupe de cheveux précise, une tenue sobre mais nette, une croix religieuse autour du cou, elle transmet un sentiment d'empathie et de sécurité. Elle est souriante, rassurante et accorde une importance capitale à la religion. Mais elle va se révéler au fur et à mesure, sans pour autant que ce soit intentionnel. Impulsive, colérique, voire bipolaire, Annie est une personne instable. Dès qu'un élément va à l'encontre de sa ligne de conduite, de son code, elle se laisse emporter par sa colère. Entre les vulgarités, les demandes de Paul, qui choisit justement de rester le plus aimable possible pour ne pas la froisser. Son attitude accentue le contraste qui anime leur relation. Paul reste oisif, tandis qu'Annie est nettement plus extravertie. Bloqué dans son lit, Paul est impuissant, face à une Annie Wax terrifiante, par sa gestuelle, ses regards et ses changements brutaux d'attitude. Kathy Bates est habitée par le rôle et donne le maximum d'elle-même. Elle interprète brillamment une psychopathe, alternant la fan obsessionnelle et la tueuse implacable, n'ayant aucun remords face à la mort. You might not understand what's going on in Annie's mind exactly, but there was always a sense of logic that she is a definite control freak, and she wants to know where everything is in her universe. You know, everything has to be in its place, and so there are things that made sense to her, so that she just wasn't generally crazy or off her head. That there was some kind of thought behind it, and I think that again was Rob's idea that really made the character plugged in and real. Misery se rapproche plus d'un thriller d'épouvante qu'un film d'horreur, et cela ne se traduit pas seulement avec l'interprétation de l'actrice. De par sa blessure et de sa position dans son lit, Paul perçoit toujours Annie d'un point de vue inférieur. Annie est très souvent filmée en contre-plongée, avec des gros plans sur son visage pour accentuer ses expressions. Ces techniques visuelles sont simples, mais permettent d'oppresser le spectateur. La mise en scène se base sur la musique, pour accentuer les instants de colère d'Annie, par son côté strident et très aigu. Tous ces éléments permettent de créer le malaise, de créer la vraie peur. Rob Reiner choisit de privilégier une réalisation précise et quasi statique pour refléter le côté froid et calculateur d'Annie. On se sent éloigné d'elle par cette précision visuelle. Mais revenons sur Annie et sur son statut de psychopathe. Car un psychopathe a plusieurs caractéristiques assez édifiantes. Il suit un certain code et n'en sort jamais pour ne pas vriller totalement. Il a conscience de son côté maléfique mais n'éprouve aucun regret. Annie est intelligente et manipulatrice, méthodique et surtout sensible, car elle fait attention aux moindres détails qui pourraient lui porter préjudice. La figurine du pingouin représente à elle seule le trouble d'Annie. En la remettant à sa place après l'avoir rattrapée, Paul la remet dans le mauvais sens. Un psychopathe remarque ce genre de détails insignifiants, d'où le fait que la mise en scène se focalise dessus. Tout est millimétré à la perfection pour que le plan d'Annie fonctionne, et dès que quelque chose va à son encontre, soit elle supprime, soit elle pique une crise, croyant qu'elle suit le bon chemin. Car oui, Annie a un sens moral, qui est très relié à la religion. Elle se sent guidée par Dieu. Elle pense que Paul est venu à elle grâce à lui. Revenons d'ailleurs sur l'introduction du film. Après avoir fini son manuscrit, Paul s'en va et prend une route enneigée, un décor qui peut rappeler Shining.
La musique entraînante qu'il écoute connote avec le générique qui utilise une police d'écriture rouge écarlate et assez agressive. Le contraste est très fort et perturbe. Juste après l'incident, on a une scène flashback où Paul explique qu'il en a marre d'écrire Misery. Comme un coup du destin, après avoir fini sa dernière œuvre de sa saga, il frôle la mort et croise la route d'Annie. Tout cet aspect n'est pas clairement dit, mais suggéré, et cela rend l'œuvre beaucoup plus complexe qu'elle ne le paraît. Je pense qu'il faut savoir s'écouter soi-même avant tout, ne pas écouter ce que le public veut, enfin ce qu'il veut de toi, tu vois. Tu crées avant tout pour toi, pas pour les autres. Évidemment, il faut aussi écouter ce qu'ils ont à dire, enfin les critiques qu'ils ont à faire, que ce soit positif ou négatif, parce que tu apprends, tu grandis avec eux, oui. Mais il faut savoir aussi créer une barrière, quoi. Il faut savoir, faut savoir créer une barrière pour se protéger en fait. Un autre élément permet d'amplifier la part obscure qu'incarne Annie Wilkes. Les origines de son trouble ne sont pas clairement établies. Elle explique la raison de sa solitude à Paul, que son mari l'a quittée, que son père est décédé, et qu'elle s'est réfugiée dans les livres et dans le travail. Mais peut-on la croire? Paul tombe sur les articles de journaux. Telle une vraie serial killeuse, elle les collectionne comme des trophées. Et on découvre qu'elle a tué des dizaines de personnes, dont son père. Mais on ne sait pas pourquoi, on ne sait pas le but. En analysant, on peut voir que dès la mort d'une personne, elle accède à un statut supérieur. Elle cherchait à gravir les échelons, à devenir quelqu'un, en se débarrassant des obstacles. Sanguinaire, froide, calculatrice, dotée d'une force à toute épreuve, Annie est une personne redoutable, terrifiante. Mais Rob Reiner a édulcoré le personnage, agaçant au passage Kathy Bates. Dans le livre, Annie doit trancher les pieds de Paul et non pas les casser. Puis, elle devait tuer quelqu'un à l'aide d'une tondeuse, mais cette scène a été coupée. Le réalisateur, malgré la déception de l'actrice, a voulu privilégier le côté torture psychologique, plutôt que de l'horreur pure. Ainsi, la peur ne se ressent pas forcément au niveau des images fortes, mais au niveau de l'ambiance, la terreur face à l'horreur. Mais d'un autre côté, ce qui rend Annie terrifiante, c'est qu'elle pense avoir raison sur tous les fronts. Nous arrivons ainsi au point culminant de mon analyse et du parallèle que j'ai établi avec les réseaux sociaux aujourd'hui. Annie a-t-elle raison d'agir ainsi ? Est-elle détentrice d'un pouvoir de décision en tant que fan ? L'artiste, pour moi, un artiste, il est libre de faire ce qu'il veut, tu vois. C'est pas au public de dire comment un artiste ou comment un auteur doit finir son roman, tu vois. Sans lui, tu serais pas là où tu en es, forcément. Mais c'est pas lui qui crée le travail, c'est pas lui qui fait le taf, tu vois. Misery est une œuvre complexe. Solitude, popularité, machiavélisme, fanatisme, obsession, des thèmes qui peuvent convenir à cette histoire qui ne m'a pas laissé indifférent. Stephen King a écrit ce livre suite à une mauvaise expérience vécue avec ses fans. Le spectateur possède-t-il un pouvoir de décision sur la création artistique ? Soyons lucides. Le succès d'une œuvre repose presque essentiellement sur le public. C'est lui qui va permettre de donner un statut culte à une œuvre, qu'elle soit cinématographique, vidéoludique ou littéraire. Mais faisons la part des choses. Ce n'est pas parce qu'une œuvre est connue, populaire et qui engendre des milliers de bénéfices, est forcément bonne, et inversement. Les chiffres sont une valeur importante, mais ce sont les réactions des spectateurs, lecteurs qui vont compter. Dans cette optique, le fanatisme est apparu, lié à l'élitisme. Le public pense ainsi avoir les droits sur leurs œuvres favoris. N'aimant pas le changement, ont du mal à accepter la différence, ont peur de voir leurs repères chamboulés. Mais au final, sans eux, il y aurait-il encore des œuvres ? Sans ces fans, sans le public, les auteurs deviendraient seuls. La popularité est quelque chose de dangereux. Une exposition permanente, une privation de la vie privée, une critique perpétuelle sur les choix entrepris. Paul s'expose à cela, mais il affirme. Misery lui a apporté grandeur, richesse et popularité. Malheureusement, devant son succès, le film et l'œuvre questionnent sur la liberté de l'auteur et sur le fait d'être cantonné à un seul registre. Le public ne l'accepte pas et ainsi, l'écrivain perd la liberté de son art. Faut pas débarquer sur YouTube en mode YOLO. Hein. Moi, c'est un peu ça que je reproche à beaucoup qui se lancent sur Internet, c'est être conscient que t'es exposé publiquement.
Il faut prendre conscience de ça, que tu vas être vu par des milliers de personnes, potentiellement par des centaines de milliers. Il faut se rendre compte de l'impact que ça peut avoir. Et ça peut être dévastateur. Comme ça peut être génial, hein. Ça dépend de quel domaine, enfin dans quel domaine tu veux te situer, etc. Ça dépend des sujets que tu abordes. Il faut faire très attention à ce que tu dis. Il faut savoir, pour moi, il faut savoir contrôler son image, mais faut vraiment savoir la contrôler, mais parfaitement, enfin, le mieux que tu puisses, quoi. Good morning, everyone. I'm Tom Brokaw. This is today, December 9th. I'm here with Jane Pauley, and this entire half hour will be devoted to the murder of John Lennon. Des fans hystériques, il y en a partout. Parfois, leur attitude dépasse l'entendement. L'art reste un vecteur d'émotion et influe notre personnalité. Et de ce fait, l'art provoque en nous des émotions fortes qui peuvent nous bouleverser. Et on peut très vite rattacher Annie Wax et ses réactions avec Twitter et les réseaux sociaux. À partir de là, cet avis est purement subjectif. Vous ne serez sans doute pas d'accord avec moi et je vous propose de partager votre avis. Mais à mes yeux, les gens réagissent à chaud, ne font pas la part des choses et ont du mal à accepter des choix qui ne vont pas dans leur sens. On ne cherche plus à forger nos idées, mais à exprimer notre rancœur face à des choix qui diffèrent de notre pensée. Car c'est nettement plus facile d'argumenter sur une vision négative. Twitter renforce cela, par son accessibilité et son manque de caractère. On veut se faire voir, exprimer notre pensée de manière concise et virulente pour se faire remarquer. Parfois, ça amène de bonnes choses, mais globalement, c'est négatif. Trop négatif. L'esprit critique devient de plus en plus disparate, et face aux personnes fanatiques à outrance, le dialogue n'est plus possible. Stephen King a écrit Misery pour montrer que le fanatisme peut aller trop loin, après avoir vécu une mauvaise expérience. Ces réactions sont effrayantes, dangereuses, mais sans le public, nous ne serions pas là aujourd'hui. Sans le public, nous n'aurions jamais pu voir des œuvres légendaires devant nos écrans, voir des youtubeurs monter, ou encore lire des œuvres magistrales. Que se passerait-il si seul le public était maître de cette décision? Il n'y a plus de créativité. Et ça me ferait chier. En tout cas, à titre personnel, moi, ça me ferait chier d'écouter le public. Moi, je préfère m'écouter moi. Moi, je suis mon premier spectateur. Je suis mon premier juge. Donc, moi, personnellement, je n'écouterai pas le public. Après, moi, je suis spectatrice aussi. Je suis spectatrice d'autres vidéastes, tu vois. Antoine Daniel, par exemple. Je le comprends totalement que ça le fasse chier, qu'on n'arrête pas de lui demander what the cut, quoi. Putain, mais laissez-le tranquille. Si t'as pas envie, à un moment donné, si t'as pas envie, quoi. Si t'as envie de créer autre chose, c'est ta décision, ça t'appartient. C'est son œuvre. Donc, ouais, moi, ça me ferait chier. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Et je remercie chaleureusement Julie, alias Bakabou, qui a accepté de participer à ce projet. Vous retrouverez tous les liens dans la description. Si cette nouvelle formule vous plaît, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, à aimer et à partager la vidéo. Tout en partageant votre avis, c'est très important. Vous pouvez également me soutenir en allant voir les pages Utip et Tipeee qui sont dans la description. Je vous dis à très vite, et n'oubliez pas, méfiez-vous des apparences.